Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision. Mesdames et messieurs, j'accueille avec plaisir Madame Nadia Coppola, auteure et physicienne qui a mené une carrière de recherche et développement en optique, photonique et laser dans un contexte industriel. Elle a ensuite travaillé au service des sociétés de valorisation de la recherche universitaire et s'intéresse actuellement aux questions entourant l'évolution des hautes technologies et à leur impact sur les êtres vivants. Elle a écrit un premier livre où se cachent les nanos. Il vient de faire paraître dernièrement un livre qui s'apparente au récit. C'est un récit qui vient d'être publié chez les éditions Pleine Lune et qui s'intitule « Ce que murmure ton silence » en 2025. Madame Coppola, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'être là. Merci d'être avec nous. Alors, ce que murmure ton silence, un récit que vous venez de faire paraître chez les éditions Pleine Lune en 2025. Un titre très expressif dans un premier temps. Avant de parler justement de cette symbolique du silence, qu'est-ce qui vous a motivé à aller de l'avant avec ce récit? En fait, ce récit, j'ai commencé à l'écrire ces dernières années lorsque j'accompagnais ma mère qui était dans un CHSLD. Donc, Oui. elle a passé les dernières années de sa vie dans une résidence de soins prolongés. Et je la voyais perdre tous ses moyens, perdre son autonomie et même perdre la parole. Donc, elle vivait de plus en plus dans le silence. Et c'était de plus en plus difficile de communiquer. Et puis, j'essayais de la comprendre, j'essayais de communiquer avec elle, j'essayais d'écouter ce qu'elle avait à communiquer. D'où le titre « Ce que murmure ton silence ». Le silence est au cœur justement du titre et de l'œuvre. Juste vous laisser nous parler de cette symbolique du silence pour vous et je vous laisse continuer justement. Oui, ben le silence, on peut le prendre de différentes façons. Il y a des silences qui sont difficiles à vivre parce qu'il y a une gêne entre deux personnes. Oui. Il y a des silences qui sont un contact avec soi-même. Dans le livre, j'écris des petits extraits aussi où je fais de la méditation. Donc, il y a du silence qui est très porteur, qui est très chargé même, où on se découvre. Et puis, par rapport à ma mère, le silence peut prendre différents sens parce que elle a terminé sa vie aphasique, donc incapable de parler. Et puis aussi, quand elle était petite, elle a passé 6 ans dans un orphelinat. Je pourrais en parler plus après. Et à partir de l'âge de 4 ans. Et donc, à partir de l'âge de 4 ans, elle était dans un endroit où elle ne pouvait pas vraiment s'exprimer. C'était même peut-être dangereux elle ne pouvait pas répliquer, elle ne pouvait pas se plaindre, elle ne pouvait rien demander. Donc, il y a le silence de son enfance comme ça. Et il y a aussi le silence de toute sa vie où elle est incapable de parler de cette période-là, qui était trop douloureuse pour elle. Donc, elle en faisait des petites références une fois de temps en temps, mais toujours en parlant du pensionnat, jamais l'orphelinat. Donc, c'était une façon adoucie d'en parler. Et puis, ça s'est terminé à la fin par l'aphasie. Donc, le silence a été, pour moi, c'est un grand thème dans la vie de ma mère. Oui, c'est une grande thématique, tout à fait. Surtout Oui. qu'il y a le silence parlant là et le silence silencieux là. Vous venez justement d'en parler. Puis faire parler le silence d'une maman aphasique à travers des souvenirs, à travers des impressions. C'est un défi. Et puis cela vient aussi avec la poésie. Hein. Vous avez exprimé ça dans votre récit. Là, je le relève dans la page 36. Permettez-moi de citer cet extrait. « Elle est intouchable, ton âme, qu'il disait, inviolable,
infroissable. Quoi qu'il arrive, il reluit. À la fin, vous enchaînez ainsi. Au diable, tous ses espoirs, les idéaux, elle n'y croit pas. Aussi pourquoi, je vous demande mon âme. Je l'ai perdue. Alors, que pouvez-vous dire de plus sur ce deuil et comment se projette ici justement l'espoir? Parce que moi, je vois dans cet extrait poétique quelque chose de très transcendant, de très fort justement que vous tentez de transmettre. Eh bien, il faut dire que ça, c'est un poème que j'ai écrit lorsque j'étais au début de la vingtaine. Et non, ça fait longtemps. J'étais dans un état d'esprit où j'étais totalement focalisée sur mes études en sciences. Donc, j'étudiais en physique. Et puis, j'y consacrais 99% de mon temps. C'est difficile de commenter un poème comme ça, mais c'était peut-être un peu tout le côté émotif que je mettais de côté pour me consacrer à l'étude scientifique. Et c'était en même temps un appel de dimension plus transcendante qui voulait être écoutée peut-être. Plus universel justement. Très bien, alors on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille madame Nadia Capola qui vient de faire paraître ce récit, Ce que murmure ton silence, publié chez les éditions Pleine Lune. On vous revient tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs. L'invité de Agora chez ICI Télévision, c'est madame Nadia Capola. On parle de son livre là qu'elle vient de faire paraître, Ce que murmure ton silence, l'accompagnement, le récit d'un accompagnement du maman au CHSLD, on va dire en fin de vie. Et puis, c'est un livre plein d'émotions, c'est-à-dire plein de souvenirs, d'introspection. Je dois vous dire, madame Capola, qu'en le lisant, justement, j'ai trouvé que non seulement il y a une douleur intime et un deuil, mais quelque part aussi, il reflète comme genre une renaissance. Peut-on le dire comme ça, que à travers votre livre, vous avez tenté de vous projeter à travers une forme de renaissance pour renaître auprès de votre maman et faire renaître tous ces souvenirs, justement, vécus avec elle? Oui, c'est une belle façon de le dire. Moi, je ressentais un peu... au départ, il n'y avait pas d'intention précise. C'était presque un besoin. Je revenais de visiter ma mère et je me mettais à écrire. Il y a des souvenirs de la voir dans cet état me faisait remonter toutes sortes de souvenirs. Et aussi, en même temps, je dois dire, à cette période-là, j'ai vu un documentaire par hasard à Radio-Canada un documentaire qui s'appelait « Sacrée impunité » et qui parlait de l'orphelinat où ma mère est allée. Et j'ai été bouleversée d'apprendre qu'il y avait eu tellement de mauvais... C'était reconnu qu'il y avait eu tellement de mauvais traitements dont ma mère avait été incapable de parler. Donc, tout ça est arrivé en même temps. Ça me fait connecter avec plein de souvenirs. Mais le fait d'écrire, pour moi, c'était une sorte de réconciliation avec mon passé. Et puis, une réconciliation avec ma mère aussi. Bon, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais réconciliée avec elle, mais je me remémorais des moments qui avaient été plus difficiles avec elle quand j'étais jeune, mais tout en comprenant, parce que là, je comprenais l'enfance qu'elle avait vécue, je comprenais les limitations qu'elle avait eues. On en a tous, elle en a eu aussi. Et puis, le fait de l'accompagner en silence, j'ai découvert des nouvelles dimensions, des nouvelles façons de communiquer avec elle.
quand on peut plus s'activer, on peut plus faire grand-chose, quand les conversations deviennent presque impossibles, ben, il y a le contact du regard, il y a on peut se prendre la main, il y a le toucher. Il y a aussi l'écoute du silence, juste découvrir la présence, se rendre compte que même si bon, les médecins me disaient, oui, elle est en train de perdre aussi un peu son esprit, un peu de démence s'installe, mais elle me reconnaissait toujours. Je voyais qu'elle était contente de me voir, puis elle comprenait ce que je lui disais, mais je savais pas, c'était impossible de savoir exactement ce qui se passait dans sa tête, mais d'être avec elle, en étant avec elle, j'ai vraiment remarqué qu'elle était hyper sensible. Le cœur est toujours là. Même si la rationalité disparaît, le corps devient paralysé, le cœur est toujours là, avec une super grande sensibilité. Ça me fait penser à un petit enfant, les petits-enfants qui ne sont pas encore capables de parler, qui sont capables de nous sentir. Si on est agité, ça les rend nerveux. Si on est calme, si on est souriant, ça les calme. Donc, c'était exactement la même chose avec ma mère. Puis, ma mère est même devenue une sorte de baromètre ou un peu mon miroir. Oui, Parce que je pouvais voir même mon état intérieur à travers elle, à travers ses réactions. Justement, parce que là, il y a tellement de choses intéressantes là qu'on retient, mais surtout ce processus de s'approcher d'elle et de pouvoir la comprendre à un moment donné. Vous ne l'avez pas compris, peut-être à un certain âge, là, et peut-être en avançant dans l'âge, en s'approchant de votre mère et de nos parents, là, que ce soit le mère ou la père, le père, excusez. Donc je pense que c'est le même processus. Permettez-moi de ramener cette grande sensibilité dans votre écriture, Madame Capola. Cet extrait, page 61. Les sagesses anciennes nous enseignent que l'être humain est contre toute apparence plus vaste que sa triple identité corps, émotivité, raison. Le corps peut être blessé, le cœur peut saigner, la tête peut être confuse. Oui, cependant, il y a encore une dimension d'être à travers laquelle le malaise peut être observé sans être alimenté par des commentaires ou des jugements. Il existe une sorte d'œil bienveillant, une conscience pure qui éclaire le tout et demeure en paix, tout en reconnaissant qu'à un instant donné, la tristesse est là, peut-être même la douleur physique ou le brouillard mental. Il s'agit pour chacun de nous de se relier par l'écoute intime à ce niveau de conscience dépassant l'instable trio sensation, émotion, raisonnement. Ben là, vous faites une magnifique analyse, j'allais dire psychologique, ou psychiatrique, ou même un peu plus poussée que ça, là. Mais on sent aussi que vous évoquez de manière indirecte là, cette espèce de dévoilement de ce que vous ressentez, cette pudeur. Est-ce qu'il y a justement, comment est-ce que vous trouvez l'équilibre entre pudeur et dévoilement dans votre récit en général? C'est difficile de commenter ce qu'on a écrit, mais c'est paradoxal parce que j'ai l'impression d'avoir écrit avec pudeur, mais en même temps, j'ai l'impression de m'être mise à nu complètement. C'est ça, c'est cela. Oui, je ne sais pas comment cet équilibre s'est fait. J'ai essayé de décrire les choses le plus simplement possible, de ne pas trop les analyser. C'est peut-être ça le côté pudeur. Mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir rien caché, d'avoir tout dit le plus simplement possible. Excellent. Alors, c'est une écriture aussi méditative, où non seulement il y a cette forme de renaissance, mais c'est une forme de guérison. Je pense qu'on va parler de cette thérapie ou de cette forme de guérison que vous avez voulu aussi projeter. On va le faire après la pause, mesdames et messieurs. Tout de suite, j'accueille Madame Nadia Coppola. On parle de son livre, là, Ce que murmure ton silence. C'est un magnifique récit sur l'accompagnement. L'accompagnement des parents, l'accompagnement d'une maman, d'une mère en fin de vie, et donc le récit, la confidence et les témoignages de sa fille sur ce propos
tout empreint de souvenirs, de vécu et d'émotivité. On vous revient. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision. Ce que murmure ton silence, un récit qui vient de paraître chez les éditions Pleine Lune en 2025. Nadia Capola, c'est mon invité, c'est l'auteur de ce récit. Alors, on va dire un mot sur cette forme de guérison. C'était une thérapie pour vous, quelque part, n'est-ce pas? Oui, indirectement. J'ai pas écrit pour faire une thérapie. J'ai écrit parce que ça jaillissait, ça sortait comme ça. En fait, j'avais déjà un projet d'un autre livre plus scientifique sur justement le devenir des technologies, des hautes technologies. Et disons que ça avançait pas vite. On dirait que je manquais d'inspiration. Et plutôt, c'est ça qui est sorti. C'est par besoin. Et je l'ai pas fait pour faire une thérapie. Je cacherai pas que j'ai fait de la thérapie dans ma vie, donc j'en ai fait au cours de ma vie. Mais ce récit-là, pour moi, ça a été une façon de boucler la boucle avec mon enfance, ce que j'ai connu de l'enfance de ma mère, ce que je vivais avec elle à la fin de sa vie. Et donc, c'est comme une espèce de retour, un condensé de vie. Et avec ça, pour moi, il y a eu une pacification, je pense. Excellent. Accompagner une mère en fin de vie, qu'est-ce que cela vous a apporté? Et est-ce qu'il vous a privé de quelque chose, mais est-ce qu'il vous a apporté plus qu'il vous a enlevé quelque chose? Bon, il y a un côté qui a été très difficile, c'est que pour moi, j'ai souvent senti de l'impuissance. Quand une personne perd tous ses moyens, quand une personne souffre, parfois, elle avait de la souffrance physique. Et puis, dans le milieu des CHSLD, je dois dire, il y a des personnes extraordinaires, il y a des personnes qui font vraiment le maximum. Mais, d'après moi, il y a vraiment un manque de personnel. Je pense qu'il y a 10 ans, maintenant, il y avait beaucoup le ratio entre le personnel et les résidents était différent. Il y avait beaucoup plus de personnel. Et donc, entre les soins qui sont bien faits, les personnes sont souvent laissées à elles-mêmes et sont très seules. Donc, on a essayé, la famille, on a essayé d'entourer ma mère. Je faisais plusieurs visites. Mon frère la visitait aussi. On a aussi engagé une dame de compagnie qui la visitait 3 fois par semaine. Et il y a quelque chose de prenant. C'est sûr que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Parfois, c'est frustrant. Parfois, souvent, ça fait mal au cœur de voir les conditions de vie difficiles de ma mère. Ça me faisait mal au cœur. Mais la vie, en même temps, me fait un cadeau parce que je me suis vraiment rapprochée d'elle, beaucoup rapprochée d'elle. J'ai la conviction que jusqu'à notre mort, même si on perd tout, le cœur est toujours là. Le cœur peut continuer de recevoir et de donner. Ça, je l'ai vu avec ma mère, mais je l'ai vu aussi avec d'autres résidents que je croisais et des gens même qui avaient l'air parfois un peu perdus. Mais si on leur fait un sourire vraiment sincère, eh bien, ces personnes-là, tout à coup, s'illuminent et deviennent lumineuses et nous éclairent à leur tour. C'est fantastique. C'est fantastique, hein? Oui. Ouais. On peut le dire. Une question plus générale, Mme Capola, justement, dans ce processus d'accompagnement, vous avez dû tirer un constat, vous personnellement, peut-être les membres de votre famille aussi, hein, sur les soins de santé prodigués à nos aînés en fin de vie. Quel est le constat que vous tirez présentement, actuellement, de ceci? Prend-on soin de nos aînés comme il faut? Grande question. Et bon, j'ai vu un cas particulier, le cas de ma mère. Je pense que dans les cas comme celui de ma mère, où les personnes deviennent totalement dépendantes,
parce que je voyais quand même dans le même établissement des personnes capables de marcher, de se promener, qui avaient leur autonomie et qui pouvaient aller faire des activités. Et donc, Oui, pour cette personne-là, je pense qu'elles étaient bien. Mais ma mère, qui, à la fin de sa vie, ne pouvait pas se nourrir par elle-même, ne pouvait plus parler, ne pouvait même pas peser sur le petit bouton d'appel, elle était incapable oui. si elle avait besoin de quelque chose. Euh, Dans un cas comme ça, je pense qu'il n'y a pas assez d'accompagnement, il n'y a pas assez de suivi, à mon sens. Et c'est pour ça qu'on a engagé une dame de compagnie, c'est pour ça OK. qu'on a fait beaucoup de visites pour qu'elle voie quelqu'un à chaque jour. Sinon, entre les soins, elle était seule sur son lit ou dans le fauteuil roulant, mais sans présence. Sans Et il y présence, a oui. des sans présence et il y a sans présence parce que je dois dire, il y avait quand même un salon où les gens pouvaient se réunir, regarder la télé, mais il y avait beaucoup de bruit. Ma mère voulait pas du tout aller là. Elle Oui, devenait très nerveuse si on l'amenait là. Et euh, je- je- j'ai rencontré beaucoup de préposés aux bénéficiaires qui étaient mais vraiment très, très, très attentionnés, très gentils et qui eux-mêmes se désolaient de ne pas avoir plus de temps pour faire manger les résidents ou pour pas assez de temps pour passer un peu de temps avec eux en dehors des soins. oui. Alors, ouais, c'est le constat que je fais. Oui, alors, bon, une dernière question sur votre livre-là. Ce que murmure ton silence. Pensez-vous que le silence est universel ou bien il est propre à chaque culture, je veux dire. Chaque culture, elle adopte le silence selon son histoire et selon, je veux dire, sa façon de, n'est-ce pas, d'aborder le silence. Je pense que dans les relations sociales, le rôle du silence, c'est vraiment culturel. Dans certaines cultures, c'est très bien de rester en face de quelqu'un sans parler. Dans d'autres cultures, il y a tout de suite un malaise. Donc, je Mhm. pense en surface, point de vue culturel, il y a des grandes, grandes différences. Mais moi, je suis certaine que ce qu'on peut trouver profondément en se connectant à nous-mêmes dans le silence, je suis persuadée que c'est universel, ça. C'est universel en Ouais. général. Alors, ce que murmure ton silence, de son auteur, Madame Nadia Capola, qui a été l'invitée chez Agora, ici Télévision. Merci beaucoup, Madame, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continuel intérêt, Mesdames et Messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Rendez-vous jeudi prochain à 15h30, toujours chez Agora. Au revoir.